Bienvenue sur le podcast du Salon Paysalia. Tendances, réglementation, biodiversité, retrouvez l'actualité de la filière et ceux qui font les jardins et les paysages d'aujourd'hui et de demain. Avec Franck Prost. Bonjour à tous, l'agriculture urbaine, c'est la nature en ville. Omniprésence sur les toits, les murs, les sous-sols, on peut évoquer la notion de paysage comestible, mais aussi de responsabilité sociétale. Entre utopie, opportunités et modèles économiques naissants, de Philadelphie à Marseille, du balcon du particulier jusqu'au parc agricole périurbain, nous allons découvrir des projets à la croisée de l'agricole et du paysage. Quels sont les enjeux de cette nouvelle tendance ? Quelles sont les perspectives pour les entreprises du paysage ? Réponse au cœur du salon Paysalia. C'était lors de la conférence « Quelle synergie entre l'agriculture urbaine et les métiers du paysage ?» On va pouvoir débuter pour cette deuxième conférence de l'après-midi sur l'espace forum, donc qui sera consacrée à la thématique de l'agriculture urbaine et qui mettra en évidence les synergies qui peuvent exister entre cette activité et les métiers du paysage. Donc notre intervenant cet après-midi, je te laisserai te représenter, mais donc c'est Guillaume Morel-Chevillier qui travaille pour Astre d'Or, donc l'Institut technique de l'horticulture, et qui est du coup le spécialiste de l'Institut sur les thématiques de l'agriculture urbaine. Guillaume, c'est à toi. Merci Justine. 5-6 ans chez Astre d'Or, donc je vais vous montrer tout de suite ce que c'est Astre d'Or. Astre d'Or, c'est un institut technique de l'horticulture et au plus vaste des métiers liés au végétal. Et on travaille sur de l'expérimentation, substrat, irrigation, plantes, système d'itinéraire de culture, et on essaie d'être le plus en lien avec la filière du paysage depuis quelques mois, quelques années. Notamment par mon recrutement où je travaille maintenant depuis donc 2015 sur l'agriculture urbaine, sur les enjeux liés à cette nouvelle tendance qui en fait aujourd'hui est devenue quelque chose de très ancré dans de nombreuses collectivités, on va le voir. On va passer ensemble en revue un petit peu les projets qui existent, vraiment de l'échelle très intime du particulier sur son balcon, sa terrasse, jusqu'à des enjeux de grands territoires avec des questionnements sur des parcs agricoles par exemple qui se déploient dans les périphéries des villes, ou alors sur des bâtiments, sur des toitures, les serres sur les toits. Voilà. Donc, j'ai la chance de travailler sur quelques projets comme ça, que je vous présenterai. Et puis on va parler ensemble un peu des perspectives que ça peut offrir pour des entreprises de paysage, pour des concepteurs paysagistes aussi. Et puis c'est là où on pourra échanger ensemble. Donc j'ai écrit un livre aussi en 2017, donc il date un peu, mais si vous voulez vraiment creuser le sujet, il s'appelle Agriculteur urbain. Donc c'est vraiment l'innovation de ce nouveau métier, parce que derrière c'est des nouveaux métiers. On parle d'emploi aujourd'hui avec l'agriculture urbaine, c'est plus seulement un truc de bobo parisien, loin de là. D'ailleurs, c'est plus à Paris que ça se déroule, c'est maintenant dans toutes les autres villes de France. Du coup, ça devient quelque chose d'assez porteur. Alors l'agriculture urbaine, qu'est-ce que c'est ? Je vous la fais très vite parce que ça peut durer 4-5 heures. Moi je l'inclus dans une dynamique plus globale de la végétalisation des villes, de la nature en ville. C'est une forme de nature en ville, peut-être plus en lien avec des enjeux sociaux, plus en lien avec des enjeux de production. On n'est pas loin de ce qu'on appelle le paysage comestible aussi. C'est un peu cette nouvelle tendance que l'agriculture urbaine porte. Et avec des nouvelles formes qui apparaissent en ville comme des fermes urbaines professionnelles ou des micro-fermes urbaines professionnelles. On va regarder ce que c'est. Puis moi, je ne m'empêche pas de regarder les balcons, les terrasses, parce qu'au niveau de la filière de la production horticole et pépiniériste, on a un changement qu'on a vraiment observé avec une consommation est plus importante d'aromatiques, de plants potagers, de petits fruits aussi. Donc tout ça, c'est des signaux faibles pour notre filière. Donc ça, c'est des dessins de Luc Schutten, un Belge, qui imagine les villes du futur beaucoup plus vertes. L'agriculture urbaine, je la vois aussi sur une forme d'intrusion dans la ville sur vraiment plein d'endroits différents, à la fois au niveau des balcons, je vous l'ai déjà dit, mais des pieds d'arbres, des cœurs d'îlots dans les logements sociaux, dans les sous-sols. Aujourd'hui, il n'y a plus un endroit de la ville où il n'y a pas eu au moins une fois de l'agriculture urbaine. C'est ça que... Ou alors réfléchissez, puis je vous mets au challenge de me trouver un endroit de la ville où il n'y a pas eu déjà de l'agriculture urbaine. Même sur des canaux, sur des rivières à côté des villes, sous
sous l'eau, dans la mer, enfin bref, ça va partout. Alors après, tout n'est pas viable, bien sûr, au niveau technique, bien sûr au niveau économique, hein, je dis pas que ça fonctionne partout, mais voilà, c'est quelque chose, c'est une forme de nature en ville très présente un peu partout. La définition inclut aussi les fermes périurbaines, ça dépend des définitions, le CIRAD les inclut dedans, l'INRAE aussi, nous, Astrodor, peut-être un peu moins. Chacun a aussi une définition de ce concept, il n'y a pas de définition avérée qui fait l'unanimité au niveau de la communauté scientifique francophone, même anglaise. Alors là, ce schéma-là aussi résume une forme de classification, en introduction, des différentes formes entre ce qu'il y a de très low-tech, hein, on entend beaucoup parler de la permaculture, de l'agroécologie, de systèmes de sols vivants, voilà, ça porte beaucoup ça, l'agriculture urbaine, dans certaines de ses formes, mais ça va aussi, vous voyez en bas, des sujets très high-tech, avec des innovations technologiques autour de l'hydroponie, l'aéroponie, l'aquaponie avec les poissons, voilà, on est sur des formes qui peuvent lever aussi beaucoup d'argent, donc on est sur la flèche de droite avec des enjeux économiques qui sont parfois primordiaux, où il n'y a que ça qui compte, où les enjeux sociaux finalement n'existent quasi pas. Et puis à l'inverse, des formes où finalement l'économie est presque secondaire, avec des formes très subventionnées, très aidées par les collectivités, comme des jardins thérapeutiques, des fermes urbaines d'insertion où les gens viennent ici pour apprendre à cultiver, mais c'est rémunéré par des organismes publics comme la Directe par exemple. Donc voilà, l'agriculture urbaine est difficile à cerner, hein, vous voyez bien, hein, c'est une multitude de choses, multitude de projets, donc je vous propose une forme de classification entre guillemets qui permet un peu d'y voir plus clair. C'est ma vision, après on pourra en parler aussi. Donc, on part vraiment de l'intime, le domicile des particuliers, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe dans ce domicile? Quelles sont les tendances? On va essayer de regarder un petit peu ça rapidement. Après, c'est important d'avoir en tête que l'agriculture urbaine du collectif, c'est ce qui fait l'historique de l'agriculture urbaine. C'est les jardins familiaux, les jardins partagés. Ça, c'est en plein essor. C'est aidé par le gouvernement. Il y a le plan de relance, 17 millions d'euros, juste pour les jardins collectifs. Et derrière, c'est qui? C'est des paysagistes qui vont réaliser ça. C'est des entrepreneurs horticulteurs, pépiniéristes qui vont fournir des végétaux, des semences. C'est de l'agrofourniture, c'est des systèmes d'irrigation, etc. Donc, en fait, l'agriculture urbaine du collectif, elle est aussi très importante pour notre filière et pour nos professionnels. Et puis les fermes urbaines professionnelles elles-mêmes, donc là on regardera un peu ce que c'est. C'est vraiment des formes très innovantes, j'allais dire utopiques. Au démarrage utopique, aujourd'hui, elles trouvent une forme d'économie qui est quand même pas évidente à trouver, hein. Ça reste assez précaire pour la plupart, mais ça fonctionne, il y a des modèles qui marchent. Et puis à l'échelle, voilà, maintenant macro du territoire, je vous montrerai l'exemple de l'agriparc de Marseille sur lequel je suis en train de travailler, qui est vraiment là des nouvelles formes de paysages où vraiment on met en avant l'agricole et le paysage ensemble. Donc au domicile des particuliers, on a mené plusieurs enquêtes. Moi je trouve assez intéressant les deux cartes que vous voyez à droite. Ça c'est Marseille. Bon, vous avez compris, je suis marseillais. Alors Marseille, c'est une ville qui paraît très minérale au premier abord. Ce qui est minéral, c'est l'espace public. En fait, c'est la nature publique, on va dire, est peu présente. Mais par contre, dès lors qu'on s'intéresse au privé, et vous voyez, c'est la carte de droite. Là, tout de suite, Marseille devient beaucoup plus verte. Et en fait, comme d'autres villes, hein, Bordeaux, c'est la même chose. On a quasiment le même modèle. On a beaucoup de privés qui ont de l'espace naturel, de l'espace vert chez eux, des arbres, des petits espaces de balcons, de terrasses. Nous, quand on a creusé un peu ces espaces-là, on les a questionnés en 2016, on a vu que l'agriculture urbaine était présente à 89%, 87% dans des jardins urbains. Presque la moitié des balcons et des terrasses en disposaient. Donc ce qu'on entendait nous à cette époque par agriculture urbaine, c'était des végétaux utiles de type aromatique, de type comestible, petites pieds de tomates, petites fraises. Et puis on incluait aussi les végétaux pour faire des tisanes, pour faire un peu de entre guillemets pharmaceutique, mais c'était à une échelle intime, quoi. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je ne vous ai pas mis les derniers chiffres France Agrimaire. France Agrimaire, c'est eux qui font tous les statistiques de notre filière, où on voit vraiment l'évolution du plan potager et du plan fruitier. Alors j'ai quand même mis des chiffres là, vous voyez qu'avec le Covid, il s'est passé, hein, vous l'avez bien entendu aux informations, on a eu le droit d'acheter des plantes, notamment des plantes comestibles dans les jardineries. Et là, ça a fait un essor assez important en 2020, plus 11% à l'échelle nationale sur l'achat des potagers, des plants potagers. Donc c'est pas forcément urbain. Donc là, ces datas-là, elles sont aussi rurales.
mais ça montre vraiment l'essor du particulier qui finalement veut jardiner, veut cultiver et veut pouvoir manger finalement. Alors manger, là on l'a fait sur une étude de 2021 sur 1000 jeunes urbains, donc jeunes c'était entre 25 et 40 ans. Qui vivent en ville. À 40 ans, on est déjà un peu moins jeune, c'est bientôt mon âge. Mais disons qu'on voit que dans les 14 critères de la plante idéale, on est à la recherche de la plante idéale. Et le critère qui arrive en 4e, 5e position, c'est qu'il peut se manger. Donc c'est pas neutre pour ces urbains d'avoir une plante qui peut être utile. Ça donne lieu à des entreprises, tout ça. Alors je vous la fais très courte, mais il y a toute une pléthore d'entreprises. Certaines sont présentes ici à Paysalia, notamment pour le marché de l'intérieur, donc produire soi-même à l'intérieur avec son petit potager. Alors, on l'a pas observé, nous, une vraie tendance très 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 lourde au niveau envie du consommateur pour le moment, mais ça vient. Avec des systèmes qui sont quand même plutôt techniques, techno, mais on voit aussi apparaître des systèmes à base de substrat, de compost. Alors, je les ai pas mis ici, mais ils existent. Prêt à pousser se vend assez bien en fait. Ça, c'est le concept de l'îlot. A priori, ils ont des bons chiffres. Et puis l'extérieur, ça nous concerne peut-être plus en tant que paysagiste. On voit vraiment l'essor de nouvelles gammes, de nouveaux services autour de potagers, d'animation, de conseils à des particuliers. Alors celui qui marche très bien, c'est MyFood, qui propose carrément une petite serre autonome. En tout cas, ils vendent une forme d'autonomie à des particuliers. Alors c'est urbain et non urbain. Là, on n'est pas forcément dans l'agriculture intra-urbaine. J'ai mis aussi Cultures en Ville, qui sont des pionniers un peu parisiens de l'agriculture urbaine. Eux, c'est beaucoup de la gamme d'une très grande qualité dans le bois, dans l'assemblage de leur mobilier, et puis des gammes de plantes bien sélectionnées. Et puis on a prêté, alors je l'ai mis aussi tout ce qui était lié à l'informatique, parce que prêter son jardin, c'est quelque chose qui aujourd'hui marche très bien. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas d'espace pour jardiner en ville peuvent contacter des gens qui en ont, et inversement les gens qui ont de l'espace mais qui n'ont pas le temps ou pas l'énergie pour tout entretenir peuvent aussi aller. Donc c'est une grande plateforme d'échange qui marche très très bien. Là c'était pour le particulier. Si on quitte l'échelle intime pour rejoindre finalement la ville et le collectif, là on a d'autres enjeux. On arrive vraiment sur les mouvements citoyens, donc je vous ai quand même mis une présentation qui montre l'essor de ces courants qui sont un peu alternatifs au démarrage, qui sont peut-être de moins en moins alternatifs. Quand je dis alternatifs, c'était ce qu'on appelait la guérilla gardening, par exemple, avec des gens qui vraiment se battaient pour pouvoir végétaliser l'espace public, même si la collectivité ne voulait pas. Alors une femme très importante qui s'appelle Liz Christie, qui est des années 60 dans le Bronx aux États-Unis, c'est elle qui a lancé vraiment cette dynamique-là à l'échelle américaine, et puis ça nous est revenu chez nous plus tard. Chez nous, on a ce qu'on appelle les incroyables comestibles aujourd'hui, qui sont très présents, qui marchent quand même très très bien, qui sont issus d'un courant de pensée anglo-saxon. Là, vous voyez une carte aussi en haut à gauche que je trouve assez marrante de Londres, où en fait c'est une carte d'open source sur les fruitiers présents dans la ville de Londres. Donc c'est des gens qui, quand ils voient un fruitier, l'indiquent, et c'est une carte collaborative, ce qui permet à tout le monde d'avoir une visibilité des arbres qui sont comestibles dans leur collectivité. Donc tout ça finalement aujourd'hui est accompagné par les collectivités. Alors ça accompagné plus ou moins bien fait, ça dépend des villes. Paris le fait assez bien avec son permis de végétaliser. Donc dès lors qu'on veut quitter la ville et jardiner un pied d'arbre, on fait une demande officielle à la collectivité qui fournit une expertise, des substrats, de la semence, voire même des plants, et puis qui permet ensuite à tout à chacun d'aller jardiner. À Marseille, on a le Visa Vert, qui marche un peu moins bien pour l'instant, mais qui est repris par la nouvelle municipalité là. L'idée, c'est que ça soit pas seulement un verrou et un blocage pour des concitoyens qui veulent jardiner l'espace public, mais plutôt quelque chose pour les aider. Aujourd'hui, ce qui est important que vous reteniez, c'est que France Relance propose 17 millions d'euros dans le cadre du plan de relance sur le développement des jardins partagés. Donc c'est-à-dire des associations d'habitants qui veulent jardiner ensemble et qui finalement font appel à leur département, parce que ça passe par le département, pour se financer en investissement et aussi en animation et en ingénierie. Donc ça paye aussi des concepteurs paysagistes pour imaginer des jardins, ça paye des entreprises de paysage pour les réaliser, et ça paye des agrofournisseurs pour tout le reste, fourniture de plantes, de substrats et autres mobiliers. Donc c'est pas neutre finalement cet accompagnement du gouvernement.
Là, je vous mets des formes innovantes d'amis ou de gens que je connais, parce qu'il y a tout un tas de gens qui... C'est un peu, on va dire, un système racinaire, tout ça. Il y a plein de gens qui font plein de choses. À Nanterre, par exemple, il y a Vive les Grous, où c'est des genres de pépinières éphémères avec les habitants qui accompagnent et qui parrainent des arbres. On a eu la même chose sur Lyon avec Prenez Racine et l'artiste Thierry Boutonnier, qui avait accompagné dans un quartier, je crois que c'était dans le 9e, encore une fois un parrainage des arbres par les habitants pour que le projet de réhabilitation se passe le mieux possible, et que ce ne soit pas un conflit. Et puis à Marseille, on a le lycée des Calanques, qui est un lycée horticole, qui justement accueille aujourd'hui une ferme urbaine au sein du lycée. On a un peu la même chose à Écully, mais c'était plus historique. À Écully, ils avaient déjà un outil de production. Mais du coup, là, c'est des agriculteurs urbains qui accompagnent le lycée dans le développement de ces nouvelles formes. Pardon, ça c'est des nouveaux. Alors, ouais, je voulais vous montrer que ça a donné lieu aussi à des entrepreneurs derrière, tout ça. Alors, j'en ai cité quelques-uns. On est autour de la notion de potager expérimental, terrasse de plantes aromatiques, potager partagé pour les résidents. Voilà, tout ça a besoin d'être accompagné par des professionnels. On n'est pas toujours... si on veut une réussite du projet, il faut un animateur derrière, il faut dynamiser le collectif. Il faut aussi des savoir-faire techniques. Alors là, je montre par exemple Peace and Love, qui sur des toitures aménage des micro-jardins qui sont ensuite en location. Donc c'est un modèle de location de jardin qui est un peu particulier, qui marche très bien. Et puis des grands groupes comme Mugo, Gali, que vous connaissez certainement dans le monde du paysage, qui ont déjà leurs propres bureaux d'études, leurs propres filiales qui développent l'agriculture urbaine. Alors je ne sais plus comment s'appelle Tarvel aujourd'hui, pardon les Lyonnais, mais je sais que Tarvel était ou est très intéressé par ce sujet-là aussi, avec l'Institut Vavilov, qui est notamment sur la préservation des semences anciennes. Voilà, donc des entrepreneurs paysagistes sont aussi sur ces thématiques-là. Là, on va zoomer un petit peu sur une forme un peu spécifique, c'est-à-dire les fermes urbaines professionnelles. Donc c'est un objet urbain, entre guillemets, ça c'est l'urbaniste qui parle, ou c'est une nouvelle forme de paysage innovant, si on parle de paysagiste. On est sur des formes comme ça, là, vous voyez, là c'est une image prise à Marseille, où ça fait un petit peu futuriste. On est sur des dômes géodésiques, par exemple, ici. On est sur de la production de pleine terre, mais en même temps c'est de la terre rapportée, parce que sur des anciennes friches de la SNCF, qui ont été avec un partenariat avec Veolia, qui leur finance, qui leur ramène des substrats. C'est toujours dans des choses comme ça souvent, hein. Les fermes urbaines, c'est rarement un seul financeur et puis ça avance tout seul. C'est souvent multifinanceurs pour des fonctions à la ville rendues multifonctionnelles. C'est un peu des genres de petits couteaux suisses, avec des entrepreneurs très motivés derrière, parce qu'il faut vraiment avoir les reins solides au démarrage pour quand on se lance dans ces aventures-là. Il faut aimer le commerce, le paysage et la nature, la gestion personnelle, parce qu'il y a beaucoup de volontaires, beaucoup de stagiaires, beaucoup de monde à gérer dans une ferme urbaine. Donc là vous voyez un extrait, ça fonctionne rarement avec un seul modèle économique, c'est-à-dire seulement la vente de produits de type agricole, hein, souvent c'est du maraîchage, c'est souvent avec des services annexes que ça fonctionne très bien. Alors par exemple le talus, là en l'occurrence c'est cette ferme ici, a un fonctionnement de vente de mesclun. Mesclun c'est de la jeune pousse de salade qui représente 15-20% de son chiffre d'affaires. Après ils ont une partie, je dirais atelier pédagogique, pareil, 10-15%, et la moitié, c'est de l'événementiel. C'est un grand lieu de rassemblement où il se passe beaucoup de réunions, de festivités, etc. Et ça rend service à la ville, hein, clairement, parce que la ville de Marseille avait besoin de ce type d'espace, avait pas forcément les moyens de se le payer, comme pas mal de collectivités aujourd'hui. Et du coup, c'est un foncier qui est mis à disposition de ces jeunes entrepreneurs et qui permet finalement de réactiver un territoire et de proposer de la nature en ville. C'est ouvert à tous, pour le coup, donc il n'y a pas de ségrégation par le prix, ce qui peut être une des critiques qu'on peut faire des fermes urbaines, notamment celle sur toiture, où on a des environnements peut-être pour une certaine population, mais tout le monde ne peut pas y accéder, donc c'est pas toujours parfait, hein. Mais on essaye de trouver des articulations. Là, je voulais vous montrer une petite vidéo d'une de mes fermes coup de cœur que j'avais croisée à Philadelphie. Cette ferme urbaine qui est un petit peu unique, mais en fait pas de moins en moins, parce qu'elle était unique parce qu'elle n'était pas seulement maraîchère comme beaucoup d'entre elles. Mais aujourd'hui, il existe de plus en plus de fermes qui proposent autre chose que du maraîchage. Donc je vais zoomer un petit peu sur une forme
de production de floral notamment, parce que je trouve que c'est des innovations. Juste pour vous dire, cette ferme aussi américaine, elle est symptomatique parce elle vous exprime la multifonctionnalité, c'est-à-dire à la fois le fait que ça produise et ça permet de centraliser des produits alimentaires, hein, ça sert vraiment de supermarché à ciel ouvert. Ça sert aussi de jardinerie à ciel ouvert. Vous avez vu que c'est pas seulement de l'alimentaire, c'est aussi des pots, des plantes, pour que finalement la nature puisse ensuite être redistribuée dans la ville. Donc c'est une forme de tremplin comme ça. Et puis ce que je n'ai pas forcément dit là, mais c'est que c'est un outil social, parce qu'il y a beaucoup d'animations autour de la cuisine collective et le bien manger. Parce que c'était une ferme initialement implantée dans des quartiers assez compliqués de Philadelphie, donc ça permet, avec beaucoup d'obésité, etc. Donc ça permet aussi d'améliorer la nutrition. Et ça a aussi un peu gentrifié une partie de la ville. Cette ferme-là, il y a eu une thèse de sociologie sur la ferme qui a montré que finalement l'implantation de cette ferme a fait évoluer les gens qui habitaient autour. Donc bon, c'est pour vous dire que c'est pas neutre aussi dans l'écosystème. Celle-ci, c'est une ferme que j'adore, qui est aussi à Marseille. C'est une ferme d'insertion. Le modèle économique de l'insertion fonctionne très bien en agriculture urbaine. À la base, on produisait de la micro-pousse. Vraiment, c'était le modèle économique initial. Un micro-pousse, c'est vraiment la graine entre germé et mesclin. Donc c'est vraiment, après le cotylédon, hein, ça vous parle, hop, la première étage de feuilles, et après on coupe et on envoie ça directement au restaurant. Donc c'est un produit qui est assez recherché, on est sur 60 à 75 euros le kilogramme de produit, et c'est vendu en ultra frais. Alors parfois c'est vendu vivant, certains producteurs le vendent vivant, c'est-à-dire avec le substrat, hein, qui peut être organique ou inorganique, ou directement coupé comme on le propose ici. Donc c'est une ferme qui propose 20 emplois en insertion avec 7 encadrants. Vous voyez le volume, et on est sur moins d'1 hectare, hein, pour vous donner des proportions des volumes. Notamment l'outil de production en lui-même, on est sur 600 mètres carrés. Hein. Donc vous voyez, 600 mètres carrés, 20 emplois, 7 encadrants. Je mets au défi de trouver un modèle agricole qui génère autant d'emplois au mètre carré. Mais c'est un modèle particulier, très adapté au contexte. Il n'y en aura pas deux dans une ville comme Marseille, où ça serait un peu de compétition déjà entre eux. Et puis c'est adapté à un modèle d'insertion, donc c'est un financement lié à l'insertion. Il y a une activité de paysage qui grimpe très fort parce qu'il y a une demande aussi très importante de végétaliser les abords de lycées, de collèges, des reliquats d'espace public que la collectivité ne sait pas forcément faire parce qu'elle n'a pas les moyens, que les paysagistes ça les intéresse pas parce qu'il faut faire de l'animation derrière, faut faire des ateliers spécifiques, et qu'en fait ce genre d'outil est déjà équipé pour ça en interne, c'est-à-dire les encadrants ils ont déjà l'habitude d'encadrer du monde, de faire de l'animation, c'est pas un bouleversement majeur dans la structure de la ferme. Mais ça peut être intéressant pour des entrepreneurs paysagistes de s'intéresser à ça, à l'animation, et comment finalement on encadre des écoliers, des personnes en difficulté autour de l'acte de jardiner, pas forcément pour produire beaucoup, hein, mais au moins pour avoir des plantes qui soient viables et un jardin qui soit pérenne. Les toitures, je passe un peu des choses du coq à l'âne, mais c'est lié. Hein. Les toitures, c'est aussi des réceptacles et des socles à l'agriculture urbaine, notamment des formes professionnelles. Là, je vous mets quelques exemples de nouveaux dynamismes des collectivités autour de ces toitures. Hein. Vous êtes au courant, je pense, de Paris, peut-être avec la démarche pariculteur. Je ne sais pas si ça vous parle, on en est à la saison 4 aujourd'hui. En fait, ils mettent à disposition du foncier sous forme de toiture principalement, foncier public beaucoup au démarrage, de plus en plus du foncier privé, donc des hôtels, des restaurants, etc. Et ils attendent que des entrepreneurs, donc des agriculteurs urbains, répondent avec un modèle économique viable derrière. Hein, donc ça fonctionne un peu comme ça. On a eu Réinventer Paris, qui a un peu le même phénomène, mais avec de la construction cette fois-ci. Donc c'est des partenariats avec des promoteurs immobiliers, des concepteurs paysagistes, et dedans, il y a une attente, on veut de l'agriculture urbaine, comment on fait? Donc on intègre soit des bureaux d'études d'agriculture urbaine, soit des exploitants directement dans les équipes. Imagine Angers a fait la même chose avec le projet Climax, vous regarderez. C'est des projets d'agriculture urbaine intégrés dans la promotion immobilière, dans la fabrique de la ville. Toulouse aussi, avec Dessine-moi Toulouse. Là, je vous montre quelques photos de projets qui sont sortis de terre, là, notamment en bas à gauche, c'est celui de Tours avec les jardins perchés. Là, c'est avec un bailleur social qui souhaitait intégrer de l'agriculture urbaine au sein de sa nouvelle construction. Donc on a de la construction de serres, investissement par le bailleur social et la ville de Tours, et au pied de l'immeuble, des espaces jardinés qui sont en fait jardinés sous forme productive, avec des jardins, des fruitiers.
la complexité de ce type de nouveau projet, c'est comment les habitants sont intégrés dans tout ça, les nuisances que ça peut engendrer et la perception habitante. Et il n'y a pas encore de résultats viables. Hein. Il y a une thèse en cours là-dessus d'ailleurs, et c'est encore en réflexion. Hein. C'est des outils un peu nouveaux pilotes, mais qui existent. Hein. Le Jardin Perché, ça a maintenant 2 ans. Celui qui pose beaucoup de questions, en plus et en moins, c'est la tour de Romainville, donc la cité maraîchère de Romainville. Donc là, on parle d'investissement public de 4 millions d'euros pour des productions verticales, mais qui utilisent de la lumière naturelle avec des substrats. On n'est pas avec de l'hydroponie. Et c'est un outil qui sert la collectivité. Le discours de la maire, parce que maintenant ça a changé, c'est un monsieur, mais avant c'était une dame, qui disait finalement, est-ce que vous connaissez une bibliothèque ou une piscine qui soit rentable ? Non, une bibliothèque, c'est pas fait pour être rentable, c'est fait pour rendre service à la collectivité. Et c'est l'argument, entre guillemets, hein, qu'elle utilise toujours pour cette tour et ces cités maraîchères. Donc c'est un outil public qui sert à la sensibilisation des habitants au bien manger, à la production alimentaire, au végétal. Et puis en haut, là, vous une photo prise à Tokyo, parce qu'il y a aussi, là je ne l'ai pas trop développé ça, mais une volonté des entreprises aussi de végétaliser leurs bureaux. Alors avec le Covid, ça a peut-être changé, mais c'était de végétaliser de manière comestible les bureaux. Il y a une micro-tendance avec quelques entreprises qui sont là-dessus. Donc là, c'était des pieds de tomates dans des bureaux à Tokyo, l'entreprise de Pasona. Bon, là, juste un schéma pour vous dire que finalement sur toiture, il n'y a plus de limites aujourd'hui techniques. Hein, même une toiture avec une portance très faible, inférieure à 100 km², donc on est sur des toitures de type de grande distribution par exemple, ou même une toiture comme celle-ci. On pourrait sur une toiture comme celle-ci intégrer des projets d'agriculture urbaine ou végétalisée en tout cas. On sait le faire techniquement. Avec, vous voyez, les différentes épaisseurs de substrat nécessaires, et puis sans substrat quand finalement on a vraiment très peu de portance. Alors, ça donne lieu à des modèles économiques sur toiture qui sont plus ou moins équilibrés, pas faciles à trouver et très contextuels. C'est-à-dire, le copier-coller est pas forcément la meilleure des choses à faire en agriculture urbaine pour le moment en tout cas. Les réplications fonctionnent assez mal. Il vaut mieux à chaque fois, c'est de la haute couture quand même ou de l'acupuncture urbaine pour certains autres. Il y a eu des fiascos. Nous on a pas mal documenté le cas des Urban Farmers de La Haye où il y a eu un gros investissement, 2,5 millions d'euros d'investissement dans une grande serre sur les toits de 1500 m² de surface avec de la production aquaponique juste en dessous, donc des poissons juste en dessous et production de tomates et de salades juste à côté. Fiasco, banqueroute. Je vous laisserai lire l'article si vous voulez. On le développe bien, on explique pourquoi. Ça arrive, forcément. Il y a un risque dans cet univers-là de se planter. Même si c'était des Suisses avec un truc très robuste, des pilotes avant, fait à Zurich et tout ça, mais en fait, ils l'ont développé à La Haye en Hollande et ça a foiré. Bon, aujourd'hui, moi je trouve intéressant les innovations comme celle proposée par Agripolis, qui fait de la production avec des tours verticales, dont une partie en fertilisation organique. On a la ferme urbaine florale qui produit de la fleur coupée aussi, et qui re-questionne finalement aussi la filière de fleurs coupées par son acte de production ultra-locale. Le ferme de Loufa à Montréal, qui est des modèles très fonctionnels, qui sont robustes aujourd'hui. Loufa, c'est 70 ou une centaine de salariés maintenant, avec 4-5 fermes dans la ville de Montréal. Ils ont leur système qui fonctionne très bien. C'est de la logistique urbaine, leur modèle économique. Et le modèle aussi de la Brooklyn Grange, qui est un modèle où finalement ils se sont fait rémunérer par New York, par les services qu'ils rendaient à la collectivité au niveau de la gestion des eaux. Ils ont argumenté suffisamment pour dire on gère bien les eaux pluviales, donc finalement redonnez-nous de l'argent en échange de cette gestion des eaux pluviales. Voilà, il y a plusieurs stratégies quand on est agriculteur urbain. Nous, on travaille avec Astredor sur un projet de recherche qui s'appelle Groof. Si vous voulez en savoir plus, c'est groof.eu. Et on s'intéresse aux toitures et aux serres sur les toits et comment elles rentrent en synergie avec le bâtiment au niveau du CO2 notamment, au niveau des eaux et au niveau des urines et comment on récupère aussi les déchets qu'on vient émettre dans un bâtiment pour faire de la production. Donc ça, on travaille avec des gens de la construction, des gens de la recherche en agronomie. Les premiers pilotes sont en train d'être finis, donc on va tester vraiment avec des vraies constructions, des vrais pilotes. On a un partenaire qui est le Jardin de Galie d'ailleurs de Paris, qui sur une de ses fermes urbaines, enfin sa ferme urbaine, est en train d'implanter des serres sur les toits, qui seront du coup des serres pilotes.
Alors là, je l'ai mis sous forme de question parce que quand on dit agriculture urbaine, il y a beaucoup de... On a cette image-là aussi hein, de l'agriculture urbaine, c'est-à-dire des fermes verticales high-tech. Alors j'ai remis la cité maraîchère, mais surtout à gauche, vous voyez des formes indoor, donc ce sont des formes de systèmes contrôlés où finalement la plante pousse dans un environnement où on maîtrise la lumière, l'éclairage, l'irrigation, la quantité de CO2, tout est maîtrisé. On est souvent sur des systèmes de production de type salade ou de légumes-feuilles, même si aujourd'hui c'est en train de se diversifier et de s'ouvrir très fortement à d'autres gammes de plantes. Des investissements très lourds, c'est là où il y a les chiffres, plus de 200 millions d'euros aux États-Unis à Plenty. Agricool en France, c'est plus de 40 millions d'euros. Donc on est sur des gros investissements avec des business angels, etc. Et on est plutôt sur de la vente d'ingénierie plutôt que de la vente de produits final, pour le moment en tout cas. Et nous, paysagistes, pour l'instant, à mon sens, c'est pas encore un marché très intéressant parce qu'on est vraiment dans des niches très intensives. Donc je vous l'ai mis en forme de questionnement finalement. On verra le futur. Et puis je terminerai, parce qu'il est déjà un peu l'heure, sur les territoires. Alors là, vous voyez encore Marseille. Là, on est dans Marseille, on est en lisière, mais sur le territoire de la ville. À la base, tout ce que vous voyez de vert devait être urbanisé. En fait, c'était un grand espace de la ville qui devait être construit. 300 hectares dans la ville de Marseille, qui a été complètement stoppé à l'urbanisation. Du jour au lendemain, les élus sont venus sur place, ont vu finalement la qualité paysagère de ces espaces finalement ruraux, mais en ville en fait, et ont décidé, pour des enjeux politiques bien sûr, qu'on comprend, d'annuler l'urbanisation et de tout transformer en grand vaste espace de parc, mais qui serait un parc productif. Donc moi je travaillais avec la métropole de Marseille pour justement définir quelles seraient les formes agricoles qu'on pourrait imaginer dans un parc comme ça. Le mandataire du groupement, c'est un paysagiste concepteur local marseillais. Donc il y a une volonté de faire paysage, donc faire vraiment projet paysage, mais en même temps d'intégrer des formes agricoles. Donc sur les 300 hectares, on est en train de voir qu'il y a 60 hectares qui seraient possibles à transformer en agricole. Le reste étant pour la biodiversité ou pour le parc plus ornemental et plus classique. Je crois que j'ai un petit schéma qui montre un peu à quoi ça ressemble, mais vous voyez, on est dans des contextes très urbains, à la fois on est dans les quartiers nord de Marseille, donc je vous épargne les enjeux sociaux très importants, notamment sur la frange ouest du parc, et puis sur la frange est, on est vraiment sur une réintroduction d'agriculteurs, parce qu'on est sur des zones très productives qui nourrissaient Marseille il y a encore 60 ans. Marseille était presque autonome au niveau fruits et légumes à l'après-guerre, parce qu'il y avait 600 000 habitants, un peu moins, 500 000, et puis des vastes espaces de production. Alors pour Lyon, j'ai pas les données, mais on est un peu dans des formes comme ça. Il y avait une forme d'autonomie initiale en fruits et en légumes, pas en céréales et en viande. Ça, il faut aller chercher beaucoup plus loin. Et il y avait le canal de Marseille, vous voyez, qui est un ouvrage hydraulique du 19e siècle où les anciens avaient mis beaucoup d'investissements humains et de temps pour avoir finalement accès à l'eau potable et produire. Donc on réutilise ce canal, on le revitalise aussi. Les gestionnaires du canal sont hyper contents qu'enfin on puisse utiliser cette eau qui était sous-utilisée. Donc il y avait des problèmes de listeria et autres bactéries dans le canal. Voilà, il y a de vrais enjeux intéressants à réintégrer de l'agricole en lisière de ville, voire dans la ville. Le quartier le plus connu aussi dans cette dynamique d'agri-parc, de grand territoire, c'est celui de Doulon-Gohard à Nantes. Donc on est dans le parti nord-est de Nantes, avec plusieurs hectares aussi. Donc là on est vraiment en entremêle urbanisation et préservation de fermes historiques. Mais des fermes historiques qui finalement étaient sous-utilisées, en ruine ou pas très en forme. Vous voyez par exemple cette photo en bas à droite. Et l'idée c'est de réintégrer des nouveaux agriculteurs, donc des agriculteurs de tout âge, mais plutôt des gens qui vont innover, proposer des nouvelles formes d'agriculture plus locales, en proposant par exemple de la micro-pousse ou de la fleur ou même de production maraîchère mais en vente directe, etc. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est la ville qui est au pilotage de ça. C'est pas le monde agricole qui finalement, il est bien sûr intégré, les chambres d'agriculture sont dans la dynamique, etc. Mais ça reste quand même initié par la ville. Puis là, je vous mets encore un exemple de ces territoires-là à Angers, où ça représente des fonciers très importants. Donc on est, vous voyez, dans le Var, à côté de Cannes, de Saint-Tropez, où des gros problématiques d'inondation sur des petits ruisseaux. Vous vous rappelez de Nice, il y avait eu des grandes inondations. Là, on est à 2 pas. Donc on a des enjeux comme ça à préserver de la terre qui finalement étaient squattés
rendus étanches par des constructions ou par des squats de tout usage. Et là, l'idée, c'est vraiment de réintégrer de l'agriculture et de la déambulation et du loisir. Donc c'est d'intégrer les deux fonctions, hein, à la fois paysagère et agriculture. Et puis là, je termine par Amsterdam qui aussi creuse ces sujets-là sur comment finalement toute partie de la ville peut accueillir de l'agriculture, les toitures, les interstices, avec des scénarios finalement de combien de tonnes on peut produire de telle ou telle variété, etc., etc. Donc il y a tout un tas de gens qui réfléchissent aujourd'hui à réintroduire de l'alimentaire en ville et en faisant des simulations. Ce qui donne lieu à des paysages comme ça, vous le voyez, un peu pour l'instant utopiques, mais qui finalement sont peut-être d'avenir aussi, avec des serres comme ça, des productions végétales un peu partout. Voilà, donc je termine un peu vite parce que le temps coule, mais je vous laisserai regarder ça, mais il y a plusieurs documents qui sont disponibles gratuitement sur Internet pour aller plus loin sur ces thématiques. Plantécité a travaillé avec nous aussi là-dessus. Il y a le ministère a fait plusieurs analyses. Voilà, ça bouge assez vite. Il y a plein de documents. Et puis pour vous dire aussi que mon institut, on vient de lancer un bureau d'expertise à destination plutôt des collectivités, des aménageurs, pour les aider à mieux dimensionner leurs projets. Alors on ne fait pas du tout de maîtrise d'œuvre, c'est vraiment en amont. C'est pour essayer de mieux guider parmi toutes ces formes et cette complexité, quel serait le projet le plus adapté à un territoire donné. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour, Laurent Miguet du journal Le Moniteur. Des questions plutôt sur l'aspect urbanistique. Est-ce que le nouveau programme national de renouvellement urbain est en passe de tenir ses promesses avec son programme Quartier Fertile? Et est-ce que c'est à côté du plan de relance un important moteur? Et puis une question plus intemporelle, mais il y a un courant qui est souvent désigné sous le nom d'urbanisme provisoire, où quand il y a une friche sur laquelle on ne sait pas encore quel sera son avenir à long terme, on teste des choses avant de les consolider. Ça s'est vu beaucoup pour les coronapistes de vélo. Est-ce que l'urbanisme provisoire peut être aussi un vecteur du développement de l'agriculture urbaine? Un vecteur, alors je réponds d'abord à cette question. Un vecteur est aussi le bas qui blesse. C'est-à-dire ça précarise aussi des projets, parce que nous, l'agriculture urbaine, on a besoin de durabilité quand même sur les modèles professionnels, un minima. Les modèles qui fonctionnent économiques sur une forme de volatilité du foncier, ça c'est pas facile. Quand on va voir une banque et qu'on leur demande 200 000 euros ou 100 000 euros pour investir dans un outil de production, parce que l'agriculture, je ne sais pas si ça a été clair pour la présentation, mais c'est un outil de production, il nous faut un minimum de quelques années, 5, 8 ans de durabilité, donc des baux, on est derrière, on a travaillé sur des bails, un bail de qualité, quoi. Et donc l'urbanisme transitoire, pourquoi pas sur des innovations, sur des éléments ponctuels qui, pourquoi pas, amènent finalement à ce que le projet soit pérenne, mais à proximité d'un projet. Alors ici à Lyon, il y a Ma Ville Verte qui a ce projet-là concret à Confluence, où ils ont finalement un bout de foncier qui leur est attribué, ils mettent en culture, ils expérimentent hors sol, hein, forcément, ils ne vont pas s'implanter en pleine terre, sachant que 2 ans plus tard, il faut qu'ils partent. Donc ils sont hors sol, mais avec des substrats. Ils créent la dynamique habitante, et une fois qu'elle est enclenchée, ça prépare la venue d'une nouvelle ferme qui va être intégrée à proximité. Donc c'est aussi une manière peut-être d'enclencher des processus. Et pour répondre à la deuxième question, celle de l'ANRU, donc l'Agence nationale de renouvellement urbain, je ne sais plus les montants, mais on est sur une vingtaine de millions d'euros aussi à l'échelle française, avec le lancement de Quartier Fertile. C'est ça, hein, ouais. Et moi, on fait partie du jury de l'ANRU. Il y a des projets qui sont très solides parce que c'est des acteurs qui connaissent le contexte, qui étaient déjà là en fait, et que l'ANRU a fait que émerger et a fait que consolider un dynamisme social déjà présent. Les projets les plus complexes sont ceux qui viennent de l'extérieur, où on crée ex nihilo des choses qui ne sont pas forcément très durables.
Voilà. Mais le modèle, en fait, l'ANRU, c'était de créer finalement au sein des quartiers populaires, des quartiers en réhabilitation, des grandes cités, des fermes urbaines qui soient un minimum viables. Voilà. Donc c'est l'objectif de l'ANRU, donc c'est de l'Agence nationale de renouvellement, c'était de développer ces fermes-là. Elle le fait via le financement en investissement, mais il y a de tout. Il y a des projets robustes et d'autres moins robustes. Ouais. Bonjour, Sébastien Guéret, Formavert, organisme de formation à Marseille, et aussi un des derniers administrateurs du réseau des jardins solidaires méditerranéens. Moi, j'ai travaillé un peu sur cette thématique il y a 5, 6 et un peu quelques années précédentes. 2 questions par rapport à ce que vous dites. La première, c'est de savoir quel est le lien aujourd'hui entre ce qu'on pourrait après appeler ces agriculteurs urbains et l'agriculteur traditionnel qui a du foncier, qui a du terrain. Parce que je me souviens qu'il y a 5-6 ans encore à Marseille, justement, quand on était autour de la table, ils nous prenaient un peu pour des doudingues ou des bitniks. Alors que pour nous, il y avait quand même des enjeux, justement, notamment socio-économiques, qui étaient intéressants et écologiques à visiter. Donc aujourd'hui, est-ce que ça a évolué ? Est-ce qu'il y a une articulation qui est en train de se faire, justement, avec ce monde agricole ? D'une part. La deuxième question, c'est en termes de débouchés, justement, pour ces expériences, pour ces nouveaux projets d'agriculture. Ça a souvent été initié par une forme d'élite, les restaurants notamment. Les restaurateurs étaient un grand débouché. Je pense au Bigoud, par exemple, ou aux paysans urbains, justement, au début. Et voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres débouchés qui sont en train de se dessiner, et notamment par rapport à la population locale ? Ok. La première question de lien avec l'agriculture plus classique. Alors, je ne vous ai pas parlé d'un organisme qu'il faut que je vous en parle. Il s'appelle l'AFOP, que j'ai cofondé avec 4 autres personnes. C'est l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, donc AFAUP. Donc, si vous voulez creuser aussi, donc ça fédère des agriculteurs urbains professionnels. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de structures qui sont adhérentes. Ça représente environ 600 emplois et plusieurs hectares, etc., etc. Donc, l'AFOP, son job, c'est principal aujourd'hui, c'est de faire du lien avec le ministère de l'Agriculture, avec les JA, donc les jeunes agriculteurs, parce qu'il y a un enjeu fondamental, c'est de retrouver des jeunes dans les fermes aujourd'hui. Vous savez que dans 10 ans, 30% des agriculteurs à la retraite, et donc qu'est-ce qu'on fait de ces 30% de fermes qui seront sans agriculteurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus tant que ça de reprenants, quoi. Donc il y a vraiment un enjeu du ministère sur mobiliser la jeunesse, ou pas la jeunesse d'ailleurs, mais des néo-agriculteurs hors cadres familiaux. Donc ils nous utilisent un petit peu là-dessus pour répondre à la question. Aussi dans les projets concrets comme l'Agri-Parc de Marseille, clairement c'est les chambres d'agriculture qui sont au trame de fond aussi pour trouver des futurs exploitants, parce que ils ont des programmes qui sont bien établis, il y a des aides à l'installation, ils sont robustes pour des projets sur de la pleine terre, de l'ordre de l'hectare, tu vois, maraîcher. Après, quand on zoome sur des projets intra-urbains un peu spécifiques, sur des plus petits espaces en toiture ou à l'intérieur, là, on est sur des innovations urbaines où le paysagiste peut être très pertinent, beaucoup plus qu'une chambre d'agriculture. Mais il y a quand même des liens très forts entre tous ces mondes-là. Et en tout cas, le monde de l'agriculture urbaine porte plutôt un regard venez nous voir s'il vous plaît, on cherche des innovations qui viennent de chez vous, à montrer votre acte agricole, voilà. Et ça rejoint la question sur la commercialisation où finalement, aujourd'hui, les restaurateurs, ça représente pour certains modèles 100% de la distrib. Paysans urbains, micro-pouces, on était dans la M totale après, avec le Covid. Parce que fermeture des restaurateurs, nous, c'est 95%. Je dis nous parce que je suis président de cet asso. Mais c'était 95% de nos débouchés. Donc on a dû stopper toute la production. Et heureusement qu'on avait de la trésor et que le gouvernement continuait de payer les salaires. Sinon, on mettait la clé sous la porte. Mais on n'a pas fait une si mauvaise année parce qu'on était en stand-by, voilà. Mais ça a quand même re-questionné notre commercialisation et aujourd'hui on se tourne sur la micro-pousse vers plus de vente aux particuliers qui peut être un nouveau segment d'activité. Et aujourd'hui la vente de produits, c'est vrai qu'on cherche de la haute valeur ajoutée, donc moins il y aura de distributeurs entre le producteur et nous, mieux on se portera. C'était un podcast du Salon Paysalia. Retrouvez l'actualité du salon sur nos réseaux et sur www.paysalia.com.